Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Chers amis, j'ai longuement hésité avant d'ouvrir pour vous ce dossier aujourd'hui. J'ai longuement hésité car ce n'est pas une affaire courante. Bien qu'elle mette simplement en scène un homme et une femme avec toutes les difficultés classiques du couple, elle est plus compliquée. Car derrière cet homme, il y a un pays, et derrière cette femme, il y a un autre pays. Plus exactement, une civilisation et une autre. Et si j'ai hésité, c'est que la plupart du temps, lorsqu'on parle de civilisations différentes, on en arrive à un mot qui ne me plaît pas plus qu'à vous, le racisme. Le racisme, tout le monde en parle, certains le vivent, beaucoup en meurent, et des pays entiers en souffrent. Mais, avant toute chose, le racisme, c'est d'abord un mot, dont la définition dans nos encyclopédies européennes, bien que précautionneuse, dit bien ce qu'elle veut dire. La voici. Système qui attribue une supériorité à une race sur les autres. Bien entendu, nos encyclopédies s'empressent d'ajouter que, du point de vue moral, le racisme est contraire aux idées d'humanité, de justice, de fraternité, de charité, d'égalité, de dignité de l'homme et de respect de la personne humaine. Bien entendu, mais le mot est là, et les faits aussi, malheureusement. Alors j'ai finalement décidé d'ouvrir ce dossier et je me permettrai, en le refermant tout à l'heure, de vous donner deux opinions différentes à son propos, celle de quelqu'un qui a préparé ce dossier et connaît bien, je dois le dire, les deux civilisations qui vont s'affronter, et la mienne. Je vous réserve, à vous qui m'écoutez, l'opinion la plus difficile, celle des jurés, autrement dit, à vous de juger. Nous sommes en 1923, l'une des années folles dans le monde comme à Londres. À Londres, il existe à cette époque un endroit fou où se rencontrent les heureux, les riches, les désœuvrés, les duchesses et les fils de rois, le Savoy Hotel. Dans l'un des grands salons, à l'heure du déjeuner, les petites tables regorgent du scintillement de l'argenterie, des lumières de cristal et des bijoux de femmes. On parle, on rit, on discute de choses sans importance avec le plus grand sérieux. Les voix sont feutrées, élégantes, la musique douce. Le chef d'orchestre, en queue de pie, fait le tour des tables, son violon vissé sous le menton, courbant le dos vers les décolletés, un sourire de commande aux lèvres. Il s'approche d'une table. Les plats sont intacts, une jeune femme l'occupe. Elle est jeune, très belle. Une merveilleuse robe de lamé, une fourrure négligemment jetée sur les épaules, des yeux très grands, très bleus, des bijoux de reine, mais un regard désespéré. Le chef d'orchestre a l'habitude. Ce n'est sûrement pas grave. Rien n'est grave dans tout ce luxe. La jeune femme est seule. L'homme n'est pas venu au rendez-vous. Petite déception sentimentale, sans doute. Il se penche au-dessus des cheveux blonds, savamment bouclés. Si vous le permettez, madame, mon orchestre est à votre disposition. Avez-vous un air favori? La jeune femme lève la tête en sursautant. On dirait qu'elle sort d'un rêve brutalement. Puis, elle semble réaliser ce qui se passe, où elle est, et ce qu'on lui demande. L'homme, toujours courbé, infiniment aimable, attend. Il attend qu'on lui réponde « Jouez-moi Valse de Vienne » ou n'importe quoi d'autre. Mais le silence s'étire, et lorsque la jeune femme le rompt d'une voix claire mais sans expression, c'est au tour du chef d'orchestre de sursauter. « Je vous remercie beaucoup, mais mon mari a décidé de me tuer dans les 24 heures, et je n'ai pas le cœur à écouter de la musique. » Quand on est chef d'orchestre au Savoy, depuis aussi longtemps que Ronald Milton, on en a entendu d'autres. Pourtant, Dieu sait le nombre d'excentriques qui hantent les salons de l'hôtel. Mais ça, le chef d'orchestre ne l'a jamais entendu. La jeune femme n'ajoute rien et son regard se perd à nouveau dans le vague. Alors, avec le fruit d'une longue habitude, Ronald Milton s'incline profondément en répliquant « Je souhaite que vous soyez ici demain
À la même heure, madame. En reprenant son violon et son air compassé, il s'éloigne discrètement. Quelques minutes plus tard, la jeune femme est rejointe par son mari. Aucun doute à ce sujet, c'est bien le mari. Il porte une alliance, la jeune femme aussi, et une certaine tension s'établit entre eux dès qu'ils sont ensemble. De loin, les employés de l'hôtel perçoivent les éclats polis mais violents d'une discussion entre eux. L'homme veut danser, sa femme ne veut pas. Il insiste assez brutalement, avec un manque de courtoisie que n'arrive pas à dissimuler son smoking impeccable et sa silhouette de dandy. La jeune femme a l'air très en colère, manifestement. Il se passe à cette table quelque chose de beaucoup plus sérieux qu'une simple querelle d'amoureux. À un moment même, on entend distinctement la voix de la femme qui domine presque le flot des violons. « Si vous insistez, je vous casse la bouteille sur la tête. » Le drame, car il y aura drame, se passera effectivement 24 heures plus tard, au cours de la nuit suivante. Il est inévitable, seuls bien sûr, les deux partenaires le savent. Il est temps maintenant, avant qu'éclate définitivement cette situation, d'une façon d'ailleurs qui vous surprendra, il est temps de vous expliquer pourquoi elle va éclater, de vous présenter ce couple étrange qui va justifier mon préambule de tout à l'heure. Elle, tout d'abord. C'est une Française, Marguerite Laurent. Jeune Parisienne de 20 ans, belle, intelligente, issue d'une famille bourgeoise qui, à l'époque déjà, à l'avant-garde de la libération des mœurs, accordait à sa fille une liberté exceptionnelle. C'est en profitant de cette liberté que Marguerite avait rencontré l'homme de sa vie. Une réception, au printemps de 1922, dans les jardins de l'ambassade égyptienne à Paris. Lui, il a 22 ans, il est égyptien et très riche. Fils d'un ingénieur célèbre dans son pays, fondateur d'une association philanthropique, le père avait reçu des autorités égyptiennes le titre de bey, et à sa mort, son fils, Fahmi, avait hérité du titre et d'une fortune considérable. Fahmi vit comme un prince. Il est attaché d'ambassade à Paris, élevé dans les collèges anglais, rompu à la civilisation européenne. Rien ne laisse deviner une différence possible de culture et de mentalité entre ce seigneur égyptien et un lord anglais. Oxford fabrique tous les jeunes gens qui lui sont confiés sur un modèle standard, les munis de la même cravate, de la même distinction à toute épreuve et du même vernis anglais. On peut dire que Fahmi est un honorable produit d'Oxford, avec le charme oriental en plus. Pour vous le décrire physiquement, je ne vois qu'un personnage, un acteur de cinéma qui fait battre les cœurs des dames, depuis quelques années déjà, Omar Sharif, même visage volontaire et doux à la fois, regard de feu ou de velours, élégance du geste, beauté hautaine, tout y est. Lorsque le sombre Fahmi a rencontré la claire Marguerite, le coup de foudre a éclaté avec une violence telle, une passion si incontrôlable, qu'ils n'ont pas réfléchi ni l'un ni l'autre à leurs différences extrêmes. D'ailleurs, on aurait eu beau le leur dire qu'ils n'y auraient pas cru. Beaux tous les deux, intelligents et libres tous les deux, et amoureux, quoi de plus normal et de plus dangereux aussi. Marguerite et Fahmi passent ensemble un été merveilleux de Deauville à Biarritz, de Casino en bal. L'automne les ramène à Paris éblouis, et lorsque le jeune homme repart pour l'Égypte, Marguerite ne supporte même plus l'idée d'une séparation. Elle le rejoint au Caire, où elle l'épouse en septembre 1922. L'incident dont je vous parlais au début dans les salons de l'hôtel Savoy se situe exactement 10 mois plus tard, en juillet 1923. En 10 mois de vie commune, le monde va basculer pour l'un comme pour l'autre. La Française et l'Égyptien vont apprendre à se connaître et à se haïr aussi violemment qu'ils s'aiment. Je pense très sincèrement, en ce qui me concerne, que cet affrontement se serait produit de toute façon entre ces deux personnalités si différentes, en dehors même de tout contexte de race et de civilisation. Fahmi est un homme trop entier, trop fier, trop volontaire et trop dominateur. Marguerite est une femme trop entière, trop fière, trop volontaire et trop dominatrice. Entre deux êtres qui finalement se ressemblent à ce point et qui s'aiment à ce point, les étincelles sont inévitables, surtout après le coup de foudre traditionnel qui aveugle complètement les deux partenaires. Mais je dois reconnaître que la différence fondamentale qui existait à l'époque et qui existe encore sur la conception de la femme orientale et européenne ne pouvait qu'envenimer les choses. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Ce qui se passe ce jour-là au Caire, le matin du fastueux mariage de Marguerite Laurent et de Fahmi bey d'Égypte, nous l'avons appris par des correspondances que la police retrouva à l'époque et par des témoins. Notamment, l'un d'entre eux,
Saïd Enani, secrétaire particulier de famille, confident, ami, âme damnée même, dont le principal rôle semble avoir été celui de maintenir à tout prix son jeune maître dans le respect des traditions arabes, avec peut-être un peu trop de fanatisme et d'efficacité. Marguerite débarque dans une ville inconnue qui n'a rien de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle y débarque le jour même de son mariage, attirée dans un guet-apens qu'elle ignore et dont elle serait incapable de comprendre le sens si elle le connaissait. En effet, elle a reçu un télégramme de son amant qui a motivé son départ précipité de Paris. Ce télégramme, c'est le secrétaire qui l'a envoyé au nom de son maître, et il dit ceci. « Je suis gravement malade et crains que mes jours ne soient en danger. Je veux t'épouser maintenant, viens, le temps presse, aucun homme au monde ne pourrait t'aimer comme je t'aime. » Or, ce n'est pas vrai, Famille n'est pas malade, mais son roué secrétaire lui a conseillé cette astuce pour attirer la jeune femme au Caire et activer le mariage. Au cours d'un interrogatoire, beaucoup plus tard, le juge d'instruction demandera à Saïd Enani « Mais pourquoi avez-vous employé ce subterfuge, puisqu'ils s'aimaient tous les deux? Elle serait venue de toute façon. » Le plus important était de lui faire abandonner sa religion catholique, de la convaincre de devenir musulmane et d'accepter le contrat de mariage selon nos règles. Mais quelles règles? Chaque homme a le droit de répudier sa femme si elle a cessé de lui plaire. Il fallait que Marguerite renonce à un droit quelconque de divorce. Une femme ne doit rien posséder, rien décider, rien exiger, le mari est le maître. Marguerite ne sait rien, bien sûr. Elle n'imagine même pas que son amant soit capable de se laisser convaincre d'une ruse pareille. Elle se rend compte, bien sûr, que son époux n'est pas malade, mais il avoue « Je t'aime trop, je ne pouvais plus attendre. Pardonne-moi, épouse-moi aujourd'hui, la fête est préparée, mon palais n'attend plus que toi. » Malgré cet enthousiasme, cette folie, cette précipitation qu'elle s'acharna à mettre sur le compte de l'amour, Marguerite a peur dès ce premier jour. En une seconde, elle se sent dépersonnalisée, on l'habille, on s'empresse autour d'elle, elle n'a plus rien à commander ni à décider. La robe est là, étrange et séduisante, brodée d'or, les parfums sont imposés, les bijoux aussi. Une nuée de femmes l'entoure, dont elle devine mal les fonctions servante, cousine, sœur, esclave, maîtresse. La même admiration les confond toutes devant son mari, qui lui semble tout à coup inconnu, vêtu des vêtements traditionnels. Lorsqu'elle signe, devant des hommes empressés, le contrat de mariage qui fait d'elle une chose répudiable et sans bien personnel, elle sait déjà que rien ne sera plus comme avant, que c'est elle qui va devoir s'adapter, céder, comprendre. Elle sent que tout le monde attend, et son mari le premier, qu'elle devienne quelqu'un d'autre, qu'elle devienne une femme musulmane. Mais il est trop tard. Le tourbillon a fait son œuvre. Marguerite Laurent est devenue Lalla Famille, ce qui n'a rien à voir avec Madame Famille, traduction littérale, mais fausse. Voilà. La vie qu'elle va connaître désormais dans cette ville des 1001 nuits va devenir insupportable pour son éducation, son intelligence de française et le respect qu'elle a de sa condition de femme. Le Nil n'a rien à voir avec la Seine, les 400 mosquées de Touloun, d'Aran ou d'El-Azhar avec Notre-Dame, les murs de la citadelle du Caire ne sont pas les Champs-Élysées. Le secrétaire, l'efficace Saïd Enani, harcelé de questions par le juge d'instruction britannique, niera plus tard que Marguerite ait reçu de mauvais traitements, des menaces, ou que son mari l'ait réduite en esclavage. Mais au cours du procès, un certain nombre de documents faisant partie de la correspondance privée de Famille, son mari, circulèrent entre les mains du jury. L'une de ces lettres, adressée par Famille à sa sœur, disait ceci. « En ce moment, je suis en train de faire son éducation. Hier, par exemple, je ne me suis pas présenté ni au déjeuner ni à dîner. Je l'ai également laissée seule pendant le concert de musique orientale. J'espère ainsi qu'elle apprendra à respecter mes désirs. Avec les femmes, il s'agit de se montrer énergique et de ne rien leur concéder. » Ce dressage dont parle souvent Famille tourne à la catastrophe. Marguerite ne cède pas, se révolte, et sa résistance atteint une sorte de paroxysme lors d'un voyage à Londres, le premier depuis son mariage, où elle retrouve brutalement la civilisation qui est la sienne, où elle se reconnaît à nouveau en tant qu'individu parmi d'autres individus. Elle récupère son personnage, sa force, son caractère. En un mot, à Londres, elle est Madame Famille et elle a des droits. En une journée à l'hôtel, les choses se précipitent. Si elle dit si froidement au chef d'orchestre du Savoy « Mon mari a décidé de me tuer dans les 24 heures », c'est parce qu'elle en est convaincue. En effet, la veille au soir,
au cours d'une querelle plus violente que les autres, son mari s'est de nouveau écrié « Si tu ne cèdes pas, je jure sur le Coran que je te tuerai, que tu mourras de ma main. » Or, il y a dans un tiroir de la chambre de son mari un pistolet, lourd, parfaitement entretenu, chargé en permanence et menaçant. Le couple vient maintenant de quitter le salon de l'hôtel Savoy et de regagner ses appartements. Les portes claquent, des éclats de voix jaillissent jusque dans le couloir. Les domestiques n'osent guère intervenir au Savoy, les clients sont rois et la discrétion est de rigueur. Le soir tombe. Après quelque temps de calme inquiétant, la querelle reprend. L'une des fenêtres de l'appartement est ouverte. Un coup de feu claque. Nouveau silence. Puis, un autre coup de feu plus étouffé. Et le silence revient. Définitivement. L'histoire courte et violente de ce mariage difficile entre l'Égyptien Famille et la jeune Française Marguerite Laurent vient de se terminer brutalement sur le somptueux tapis d'un appartement du Savoy de Londres. Un corps sans vie y est allongé, celui de Famille, époux dominateur. En effet, c'est l'esclave qui a tué son maître. Meurtre par accident, d'ailleurs, beaucoup plus que prémédité. Marguerite, menacée d'être battue, a saisi le revolver, a tiré par la fenêtre pour faire peur à son mari, le faire reculer. Il n'a pas reculé. Et dans un mouvement instinctif, elle a retourné l'arme sur lui en tirant une deuxième balle. Ce crime passionnel au cours du procès va pourtant prendre une couleur de racisme et d'incompréhension entre les avocats anglais pour la défense de Marguerite, égyptiens pour la partie civile au nom de la famille du B. Marguerite est acquittée. Pour la passion d'abord, la défense audacieuse de son avocat ensuite. Voici la fin de la plaidoirie de Sir Edward Marral. La grande erreur de Marguerite Laurent est la pire que puisse commettre une femme européenne, épouser un oriental. Il est de notoriété publique que les orientaux traitent leurs femmes d'une façon qui n'a aucun rapport avec celle qu'attend une occidentale de son mari. Il y avait aussi une lettre importante écrite par Marguerite en janvier 1923, plusieurs mois avant le drame, à l'homme d'affaires de sa famille en France. Moi, Marguerite Laurent, j'accuse formellement, au cas où je viendrais à décéder, Ali B. Famille, d'être responsable de ma mort. Il a juré sur le Coran de se venger sur moi si je ne cédais pas complètement à tous ses désirs. Je dois périr de sa main dans 3 mois, dans 8 jours, demain peut-être. Il a prêté ce serment sans aucun motif déterminé, ni par jalousie, ni après une scène, ni à la suite d'un mauvais comportement de ma part. Je désire et je réclame justice pour moi et l'enfant qui est né. Cet acquittement, approuvé à l'unanimité par la presse londonienne, provoqua une violente réaction de la part de l'ordre des avocats égyptiens qui adressa au premier procureur de la couronne un télégramme de protestation libellé ainsi. Nous accusons Sir Edward Marral, avocat de Madame Famille, d'avoir insulté par ses généralisations tous les hommes d'Égypte et du Proche-Orient. Le Caire, 11 septembre 1923. Je vous l'ai dit, je crois très sincèrement que ce drame entre époux aurait pu se dérouler sans l'affrontement de l'Orient et de l'Occident. Ces deux êtres impulsifs et passionnés ne sont pas uniques, ils auraient pu être tous deux chinois, belges, américains, peu importe. Ils se ressemblaient trop pour s'aimer sans drame. Je ne pense pas que chaque mariage entre deux êtres de races différentes et de civilisations différentes soit obligatoirement un échec, surtout à notre époque. Mais je dois vous livrer une autre opinion, celle d'une femme qui a vécu ce problème et connaît aussi bien l'Orient que l'Occident dans ce domaine. Elle pense, cette femme, que la réussite dans ce domaine est une exception, dont elle connaît peu d'exemples, un seul même à sa connaissance, qui a réuni deux êtres si équilibrés, si calmes, si intelligents, si foncièrement humains et compréhensifs, qu'ils ne peuvent être que l'exception qui confirme la règle. Et comme dans tout jugement, il faut tenir compte des deux plateaux de la balance, je me devais de les équilibrer, puisqu'aussi bien ils le seront éternellement. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare.
Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.